Nous sommes mercredi 22 avril 2020. Vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Cérémonie d'installation du président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, nouvelle version. C'était au cours d'une audience solennelle dirigée par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, la santé de certaines catégories de personnes déjà malades est suivie avec beaucoup de rigueur et d'attention. C'est le cas des dialysés à l'unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Des mesures spéciales sont prises pour sécuriser leur santé. Encore 2 jours et nous serons en plein dans le mois de Ramadan. Le Ramadan 2020 se déroule dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Comment le fidèle musulman dans ce contexte pourra profiter pleinement des grâces de ce mois béni? Élément de réponse avec l'imam de la mosquée centrale de Kadjeon. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On commence par la cérémonie d'installation du président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en nouvelle version. L'audience solennelle d'installation s'est déroulée hier à Porto Novo, au siège de la CREET, sous la direction du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. On en parle en détail à travers ce reportage signé Emma Hodono. Edouard Syriac Dossa, nommé président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme par le Conseil des ministres entendu en sa séance du 11 mars 2020, officiellement installé dans ses fonctions. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi tantôt citée portant statut de la magistrature et des lois qui l'ont modifié, que je vous déclare, monsieur Edouard Syriac Dossa, président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, installé dans vos fonctions ce jour, mardi 21 avril 2020, et vous renvoie dans l'exercice des dites fonctions. C'est pour la deuxième fois que le même magistrat, Edouard Syriac Dossa, est installé à la tête de la CREET, mais cette fois-ci, c'est une CREET profondément modifiée dont il prend les rênes. Après 20 mois de sa mise en œuvre, et dans le souci certain de mettre la CREET à la hauteur des enjeux, la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 portant sa création vient d'être sensiblement et fort heureusement modifiée à travers une nouvelle loi modificative, la loi numéro 2020-07 du 17 février 2020. L'autre modification majeure, du reste heureuse, portée par la nouvelle loi, réside dans la consécration du double degré de juridiction par la création d'une chambre de jugement, juridiction de premier degré, et d'une chambre des appels, juridiction de second degré, présidée par le président de la CREET. Ainsi, tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d'appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au Code de procédure pénale. Et les arrêts rendus par la chambre des appels sont susceptibles de pourvoi en cassation de la personne condamnée, du ministère public et des parties civiles. En somme, il s'agit d'une cour profondément modifiée, restructurée, élargie, donc réarmée, qui justifie et donne davantage de pertinence à la présente cérémonie de prise de charge de son président. Avant de renvoyer le président de la CREET à ses fonctions, le président de la Cour suprême n'a pas manqué de lui prodiguer des conseils. Il existe en Italie une tour célèbre, à Florence, pour ne pas le dire, la tour de Pise. Elle a une particularité, celle d'être penchée. Puissiez-vous, président de cette juridiction, ne pas être à l'image de cette tour, ou plutôt, s'il devait vous arriver d'être penché, soyez penché, mais alors, soyez-le toujours du côté du droit, du côté de la justice. Rappelez-vous que l'arme dont le juge est détenteur est redoutable par essence, à savoir juger ses semblables.
Et c'est parce que cette arme est redoutable qu'il vous faut en user, certes, en puisant dans ce que vous possédez comme savoir juridique, mais aussi en faisant preuve de sagesse, j'allais dire de lucidité et d'humanité. La justice qu'on exerce avec exagération produit une très grande souffrance. Summum jus, summa crus, disent les latins. Une fois installé, le président de la Criette a à son tour procédé à l'installation des conseillers assesseurs, à l'installation du président de la Chambre de jugement, du président de la commission d'instruction et des assesseurs membres de la commission d'instruction, et enfin du deuxième et du troisième substitut du procureur spécial de la Criette. Toujours à Porto Novo et à l'Assemblée nationale à présent, les députés ont adopté en séance plénière la loi portant création, mission, fonctionnement et attribution du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Avec cette loi, les élus du peuple viennent de doter le gouvernement d'un instrument important dans sa politique de lutte contre la corruption au Bénin. On retrouve Emma Rodono et Barnabé Messan pour le point. En étude au Parlement ce lundi, le projet de loi portant création, mission, fonctionnement et attribution du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. C'est un organe qui vient en remplacement de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dont les résultats sont mitigés selon le gouvernement. Par ce projet, le gouvernement clarifie définitivement les rôles, en faisant également l'option de l'efficacité, parce que la prévention ou l'organe de prévention ne doit pas être confondu avec l'organe de répression. La prévention doit rester dans son domaine et avec un cahier de charges bien élaboré, clairement défini. C'est ce que nous avons fait. En définissant d'abord donc ce que recouvre la mission de prévention. C'est la vulgarisation, c'est la sensibilisation, c'est la dénonciation. Et de l'autre côté, tout ce qui concerne la répression, nous avons donc la détection et la mise en œuvre de l'action publique en vue de la sanction des faits de corruption. Le projet de loi dont vous avez été abouti mérite d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'était cette réforme qui manquait pour donner de véritables tonus à la lutte contre la corruption et qui ne soit plus dit ou qui ne soit plus perçu comme une chasse aux sorcières. Parce que lorsqu'on aura fait la prévention, c'est que les personnes auront été davantage prévenues et celui qui aura été prévenu ne peut plus s'arrêter derrière l'excuse de l'ignorance pour tenter d'échapper à la sanction. Dans le débat général, les députés ont reconnu la pertinence de la réforme. Il vaut mieux prévenir que guérir, sinon, après, la CENTIF va faire son travail dans la détection, l'interpellation, la BEF dans la détection, l'interpellation, la Criette va juger, mais quand on juge, on condamne. On dit c'est des milliards. Est-ce qu'on arrive à les recouvrer? Je suis heureux, très content de participer à l'étude, puis au vote de cette loi qui permet de doter notre pays d'un haut commissariat qui va prévenir parce que l'ANC, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, a montré ses limites. Pendant plusieurs années, on a beaucoup crié, mais il y a peu de résultats. Donc le diagnostic a été fait et le gouvernement actuel a trouvé juste qu'il vaut mieux prévenir. Ce qu'on met dans la prévention, ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de faire beaucoup d'économies. Si je félicite le gouvernement, c'est parce que il y a une logique dans la démarche de la lutte. Prévenir, parce qu'on suppose qu'on ne connaît pas. Et après, passer à la répression. C'est une bonne logique. Monsieur le Président, je me réjouis. Pourquoi? Parce que cette loi-là permettra d'abolir la fameuse loi 2011-20. Pourquoi? Parce que, vous savez,
Cette loi-là, on l'a votée en 2011. Mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne pourrait même pas appliquer. Comment peut-on comprendre que dans cette loi, qu'on dise à quelqu'un comme moi qui est député, qui suis député, d'aller faire déclaration de biens alors que je ne gère rien. Qu'on demande à un CA, à un délégué, Monsieur le Président, ça là, c'est pour faire du folklore. Et quand on parle de prévention, aujourd'hui, je ne crois pas que la prévention, c'est d'aller distraire le peuple à la télé, d'aller dire des choses qu'on ne peut pas vérifier à la télé, contre des individus. Je crois qu'on va finir avec ça, Monsieur le Président. Soumise au vote, la loi portant création, mission, fonctionnement et attribution du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Disqualifié par la Sénat dans le cadre des prochaines élections communales et municipales du 17 mai prochain, le parti Moël Bénin dit avoir pris acte. L'un des responsables de cette formation politique était d'ailleurs invité sur le plateau de l'émission matinale de Canal 3 Actu Matin. Séfis Béo Aguia, secrétaire général du parti à l'occasion, est revenu sur les raisons de l'invalidation de la participation de son parti aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Je vous invite à l'écouter. Comme j'ai dit, s'il dépendait que de nous et du droit, nous aurions pu être à ces élections. La Sénat nous a disqualifiés. Vous étiez suffisamment les motifs. Je prends simplement un exemple que la Sénat nous disqualifie et à l'occasion de la disqualification ne nous notifie même pas les mobiles ou les raisons pour lesquelles nous sommes disqualifiés. Nous avons dû demander, c'est quand nous avons fait un recours à la Cour suprême que la Cour a demandé à la Sénat, c'est à ce temps qu'on a pu savoir, parce qu'on dit qu'on nous reprochait un manque de pièces au titre de 230 dossiers. La Cour suprême a dit ceci, puisque vous dites que vos pièces, tout était complet, la Sénat dit que ce n'était pas le cas, je vais demander aux juridictions de terrain. Je demande par exemple au tribunal de Ouida si des candidats ont pris un hasard d'échantillons de quelques 32 candidats pris, si certains ont demandé dans la foulée ou dans la période là un casier judiciaire. Ce qui n'est pas juste parce que on demande le casier judiciaire en fait, par rapport au tribunal de territoire où on est né. Pour la direction générale des impôts, c'était de vérifier si nous avons demandé le quitus fiscal à ces candidats pris au pifomètre. La direction générale des impôts a répondu que des 32, nous en avons demandé pour tous les 32. À l'exception d'un qui se candidat, notre candidat dans l'arrondissement d'Azové, nous regardons nous tous sur notre déclaration de candidature, ce candidat n'est pas sur notre liste. Voyez-vous? Et puis alors, d'autres candidats sont apparus, comme le maire sortant de Toribocito, M. Toledmon Robert, sur notre liste. Pendant qu'il est candidat de l'Union progressiste, il n'est pas dans notre... On nous demande de fournir ces pièces complémentaires pendant qu'il n'est pas sur notre liste de candidature. Moël Bénin a-t-il décidé de soutenir l'Union progressiste pour ces communales-là? Oui, ce fut une décision sur la base d'une consultation large que le parti a menée et que j'ai personnellement conduite sur l'ensemble de nos coordinations. C'est nous qui avions fait le choix. Fort de nos lectures, fort de nos perceptions ou de nos analyses au niveau de Moël Bénin pour dire voilà ce que nous ferons. Il n'y a pas que l'Union progressiste, mais nous avons noté des proximités de vision. Nous avons noté des proximités de mode de fonctionnement par ailleurs et notamment sur ces éléments, nous avons pris sur nous d'aller au niveau de l'Union progressiste dire que nous les accompagnerons pour ces élections communales et donc il faut l'entendre de façon très claire parce qu'il y a un amalgame qui veut dire c'est une fusion, c'est ceci, c'est cela. Non.
Premièrement, et puis c'est une alliance, d'abord, la charte des partis actuellement n'autorise aucune alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est l'Union progressiste qui est en candidature officiellement. Moël Bénin a décidé de l'accompagner sans condition. C'est un partenariat circonstanciel, précis, c'est bien noté dans la déclaration de candidature signée par le président Jacques Kayadji et le président Bruno Amoussou, pour dire que les partis maintiennent leur autonomie existentielle et organisationnelle. Le reste, c'est l'avenir qui fait le reste du débat. On parle santé à présent et en cette période de crise sanitaire mondiale, il y a une frange de patients qui est rigoureusement surveillée. Les personnes touchées par une insuffisance rénale et sous dialyse. Avec une santé déjà fragile, ces patients sont très vulnérables. Des mesures spéciales sont donc prises pour sécuriser leur santé à l'unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutou-Koumaga. Précision Uric Gaba. Ils sont considérés comme des patients très vulnérables. Les dialysés, puisqu'il s'agit de cette catégorie de patients, bénéficient de soins particuliers pour maintenir leur santé au beau fixe. Un entretien qui leur impose une hygiène sanitaire très rigoureuse. En cette période de pandémie, où le monde entier fait face à la Covid-19, les mesures de sécurité sanitaire sont renforcées à leur niveau. Nous apprécions très bien les mesures mises en place. Mais nous sommes dans un secteur un peu particulier, avec des patients particuliers qui sont des malades rénaux du pays. Et les insuffisants rénaux chroniques sont des malades fragiles. Nous leur avons déconseillé de venir avec les accompagnants inutiles qui sont dans le rôle, qui traînent, qui peuvent être sujets à risque pour eux et pour nous-mêmes. Chaque dialysé bénéficiait d'emblée d'une bavette chirurgicale qu'il porte pendant toute la séance d'hémodialyse. Il peut rentrer avec, il peut rentrer même avec. Nous leur avons conseillé de rester chez eux, d'éviter des sorties inutiles, les visites, de limiter les visites, que ce soit à la maison ou auprès des amis. Compte tenu de la rigueur imposée dans ce service, notre caméra n'ira pas plus loin que cette salle d'attente. Pour les patients réunis en association, les règles imposées sont la garantie de leur vie. Ils s'y conforment et exhortent leurs camarades à respecter les consignes prescrites. Nous leur parlons beaucoup de l'après-dialyse. Parce que quand ils quittent ici et qu'ils ne se ménagent pas à la maison, ils peuvent toujours amener le mal ici. Donc, on leur demande de respecter toutes les consignes données par les autorités. Dès qu'ils sentent quelque chose d'anormal dans leur comportement habituel, ils n'ont qu'à appeler le médecin qui est d'astreinte ou bien de garde pour lui poser le problème. Nous aussi, nous sommes là. Quand ils ont des difficultés, ils nous appellent et on leur indique comment ils doivent se prendre pour être vite pris en charge. Tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement depuis la détection du premier cas et les mesures prises en guise de riposte contre la propagation du coronavirus au Bénin, les dialysés font quelques suggestions pour la prise en charge des cas suspects. Nous pensons qu'à l'heure où nous parlons, nous ne le souhaitons pas. Mais s'il y avait un dialysé qui venait à être positif, on ne sait pas où le soigner. Donc il faut que les autorités pensent à nous aider à trouver quelque part où on pourra vraiment installer un dispositif de dialyse pour que si, on ne sait jamais, si quelqu'un de dialysé était révélé positif, qu'on puisse savoir déjà où le prendre en charge pour qu'il n'arrive pas ici encore à contaminer les autres. L'unité de dialyse est préoccupée par la santé de ses patients. En attendant la réponse positive à ces doléances, en cette période de crise sanitaire, elle continue d'insister sur les gestes barrières pour maintenir le coronavirus loin des dialysés. Et justement, pour maintenir le coronavirus loin des dialysés, des personnes de bonne volonté viennent au secours de l'unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou. C'est un don. Le centre a donc reçu un don de l'ONG Oredola avec le soutien de Solidarité Dialyse Bénin. Objectif, permettre aux patients de cette unité d'être bien protégés en cette période de coronavirus. 1000 masques de protection pour les dialysés du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou. C'est un don de l'ONG Oredola avec le soutien de Solidarité Dialyse Bénin.
Ces masques sont en tissu et fabriqués ici au Bénin. Ils ne sont pas des masques chirurgicaux, comme vous pouvez le constater, mais ils sont destinés exclusivement aux dialysés du CNHU Hubert Koutoukou-Manga, dans le but de les aider à prévenir de manière sûre cette pandémie de Covid-19. À titre symbolique, le premier responsable de la clinique universitaire des soins dialysés reçoit le précieux don qu'il transfère séance tenante aux bénéficiaires ici représentés par l'association Dialyse Vie Bénin. Nous les remercions très sincèrement du fait qu'à chaque fois, ils font parler leur cœur et à l'endroit des patients fragiles que sont les malades rénaux du Bénin. Nous leur promettons en fait très bon usage. Les patients qui sont les premiers bénéficiaires de ces bavettes aussi vont en faire un très bon usage. Nous allons y veiller à leur côté. Ces bavettes, ces masques qui viennent d'être remis, qui nous être remis, seront bien utilisés. Et nous avions déjà problème de masques. Parce que vous voyez, à l'unité de dialyse, nous sommes déjà exposés en tant que malades chroniques. Et lorsqu'on n'a pas de bavettes adéquates pour nous protéger, c'est que, comme le dit souvent vulgairement, on est ouvert. Le dialysé est quelqu'un qui est ouvert. Et lorsqu'il est ouvert, il suffit d'un mot geste pour qu'il soit contaminé, il attrape une infection. Donc, pour avoir les masques ici, c'est difficile. Il faut ouvrir un set de branchements avant de trouver un masque dedans. Ce geste vient donc à point nommé pour accompagner cette frange vulnérable de la société en cette période de pandémie mondiale où le port de masque est un impératif. Le gouvernement, de son côté, bénéficie également de la solidarité de différentes structures pour une gestion efficace de cette crise sanitaire. 4 organisations ont apporté leur appui au ministère de la Santé. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et son secrétaire général ont réceptionné les lots. On en parle en détail avec Ali Moumouni et Moufid Sabouan. Pour contribuer à leur tour à la lutte contre le coronavirus au Bénin, la Fédération béninoise de football, l'organisation coïtienne Direct Aid et Mercyship sont allés exprimer leur soutien au gouvernement. À la suite de plusieurs autres structures privées, ces 3 organisations ont aussi apporté des matériels pouvant aider à protéger les Béninois de la pandémie à coronavirus. Nous avons amené quelques masques ordinaires, des masques FFDP, gel à main alcoolisé 0,5 litres, thermomètre infrarouge, et des gants latex, juste pour accompagner l'effort du gouvernement. Comme vous savez, Direct Aid est une organisation koweïtienne à caractère humanitaire et de développement. En ces moments difficiles, nous sommes à côté pour vous soutenir avec notre modeste contribution composée de masques médicaux, avec des gels désinfectants, des bidons de solutions hydroalcooliques, des affiches de sensibilisation et des dispositifs de lave-mains. Avec ça, dans nos autres centres socio-éducatifs qui se trouvent dans les autres régions du Bénin, Direct Aid va aussi contribuer avec des aides de la même nature. Si la Fédération béninoise de football et Direct Aid ont apporté des matériels qui serviront à la protection des populations, Mercyship, quant à elle, exprime plus sa reconnaissance au personnel médical qui se trouve plus exposé à la pandémie. Notre contribution est d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA et composée de 2500 paires de gants d'examen, 2500 masques FFP2, 4500 charlottes à usage unique, 4500 paires de couvre-chaussures à usage unique, 300 surblouses à usage unique et 300 lunettes de protection médicale. Nous nous félicitons de la stratégie mise en place par le Bénin, qui est une stratégie adaptée au contexte
nationale, aux réalités nationales. Le Bénin est l'un des rares pays qui ne fait pas du copier-coller. En dehors de ces 3 organisations, une 4e structure a aussi apporté une aide financière de 15 millions de francs CFA. Il s'agit de l'Aviation Handling Service, AHS SAL, qui, après un don d'équipements médicaux et de protection, revient exprimer une nouvelle fois son soutien au gouvernement béninois. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et au nom du ministre de la Santé, vous remercier très sincèrement pour ce don. En cette période de crise sanitaire mondiale, les actions de solidarité à l'endroit de l'État central ne cessent de pleuvoir. Chacun de son côté s'engage à accompagner l'exécutif pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Et c'est dans ce contexte lié à la pandémie du coronavirus que la communauté musulmane s'affaire à entamer le mois de jeûne. C'est une prescription coranique qui appelle à l'observance d'un certain nombre de comportements. Comment s'approprie-t-on les exigences nouvelles liées au respect des gestes barrières avec en ligne de mire les recommandations du mois de jeûne? Nous avons posé la question à l'imam de la mosquée centrale de Kajeon. Il est au micro Canal 3 d'Akime Ousseini et de Elvis Tonoko. Kutiba alaykum siyam. Nous avons inscrit le carême, Shahrul Ramadan. C'est inscrit. On n'a pas le choix, on doit le jeûner. Mais les accoutrements qui l'accompagnent, parce que vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois spécial, un mois de repentance, un mois où tous les avares deviennent généreux, un mois dans lequel tout le monde veut vraiment être accepté par le Créateur. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la communauté musulmane. C'est le mois que Dieu a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce mois, je vais te donner une nuit. Laylat al-Qadri, la nuit de la destinée. Cette nuit-là a plus de valeur que 80 000 ans. Dans l'effervescence de la richesse de cette nuit, toutes les nuits, les musulmans se rassemblent dans les mosquées, dans les quartiers, ils se retrouvent, ils se connaissent, ils mangent ensemble. Quand l'heure de la prière sonne, ils prient ensemble, en ferveur, en demandant à Dieu la clémence, la gratitude pour l'année prochaine. Mais voilà que, comme vous avez dit, heureusement ou malheureusement, on ne pourra pas le faire. Mais que faire? Que faire? C'est difficile pour ceux-là qui ne savent pas se soustraire du monde. Je peux rester chez moi et faire un bon mois de Ramadan. Je vais faire les prières telles que je le fais et je mets dedans tous les fidèles qui priaient derrière moi. Je les mets dedans. Je dis, Dieu, je prie seul parce que c'est toi qui l'as imposé. Que les muezzins continuent de faire leur appel. Mais ça ne signifie pas, au lieu de dire Hayya la salat, c'est que Sallu fil buyut. On dit venez à la prière, c'est que levez-vous, l'heure de la prière a sonné. Et le musulman qui entend ça, tu te lèves le matin, à 4 heures, tu as ta nourriture à côté, tu manges, tu fais tes ablutions, fais au moins 4 ou 2 rakas avec la Fatiha et la sourate que tu connais et dis Dieu, je fais ceci pour répondre à l'appel du mois de Ramadan. Et par ta grâce, je compte le faire pendant tout le mois. Ça, c'est validé. C'est les contraintes, c'est validé. Bon, maintenant, pour ceux qui, parce qu'il y a des familles nombreuses, hein, des gens qui ont au moins 10 personnes à l'heure, ils peuvent se regrouper en famille, désigner un imam parmi les enfants qui connaissent bien Fatiha et Kul Huwallah, qui se mettent devant et prier. Parce que personne ne sait comment, quand et avec qui. Personne n'a cette notion-là. Comment, quand et avec qui? Personne. Et nous respirons l'air. C'est pourquoi que nous sortons pour venir prier dans la mosquée, les gens vont nous rejoindre. C'est sûr, les gens vont... Et on ne peut pas dire, il n'y a pas de gardien pour ça. Pour dire, toi là, reste. Il y en a même qui vont dire, non, on va rester serré. Il y a des fanatiques. Donc, je demande aux fidèles de respecter ce temps-là et de prier individuellement ou avec la famille. Et par la grâce de Dieu,
on verra la fin de cette pandémie-là, Inch'Allah. Par anticipation, donc, très bon mois de jeûne et de prière à toute la communauté musulmane. Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. 16h pour le bulletin d'information, 19h30 pour la grande édition du journal du soir. Merci pour l'attention. Prenez bien soin de vous.